Donc la chirurgie pédiatrique est une spécialité à part entière. Depuis une cinquantaine d'années, elle s'est séparée de la chirurgie générale dans les pays développés, puisqu'on s'est rendu compte que l'enfant n'est pas un petit adulte, l'enfant a ses propres spécificités et qu'on avait besoin de chirurgiens qui comprennent les maladies qui sont propres aux enfants, la physiologie propre à l'enfant, et que ça nécessitait souvent une prise en charge différente de l'adulte. On peut séparer la chirurgie pédiatrique, si vous voulez, en deux groupes de pathologies. Vous avez des pathologies bénignes, simples. C'est des chirurgies qu'on peut faire en hôpital de jour, c'est-à-dire les enfants rentrent tôt le matin, on fait la chirurgie par exemple à 7h, 7h30 du matin et à 5h de l'après-midi ils sont à la maison. Il y a beaucoup de chirurgies qu'on peut faire en hôpital de jour chez les enfants. Je vous donne des exemples, les hernies, les testicules qui ne sont pas descendus, les circoncisions, les petites grosseurs qu'on enlève, les ganglions, les biopsies, les cystoscopies, les endoscopies. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en chirurgie de jour, en chirurgie ambulatoire. Et tout l'intérêt de faire ça chez l'enfant, c'est la diminution du traumatisme, parce que l'enfant ne va pas rester à la clinique, il va être moins traumatisé par cette expérience. Ensuite, on a un deuxième volet qui concerne les pathologies qui sont lourdes. Ça existe, les cancers chez les enfants. Heureusement, c'est plus rare que chez les adultes, mais c'est la chirurgie tumorale. La chirurgie des malformations, que ce soit des malformations des intestins, des reins, des poumons, enfin ça va de la tête aux pieds. Et il y a tout un volet aussi concernant la chirurgie néonatale, c'est-à-dire les bébés qui viennent de naître et ils ont une malformation qui ne va pas les permettre de vivre si on ne fait pas une chirurgie à la naissance, en urgence. Deux types de chirurgies sont rencontrées. Les chirurgies simples qui demandent une hospitalisation d'1 jour et les chirurgies plus complexes qui nécessitent une prise en charge multidisciplinaire. À Darney, on a un service de réanimation pédiatrique et aussi un service de réanimation pour nouveau-nés, ce qu'on appelle le Neonatal Intensive Care Unit, NICU. On a besoin d'anesthésistes qui peuvent endormir les bébés, les petits, dans des conditions optimales, ce qu'on a aussi à Darney. Et on a besoin des infirmières qui connaissent bien la pathologie pédiatrique, qui peuvent prendre en charge psychologiquement aussi les parents avant, pendant et après l'opération. Donc c'est toute une équipe, c'est un travail d'équipe. Il faut avoir conscience que le rôle du dépistage est important et que le diagnostic anténatal va augmenter dans le futur et permettre une meilleure prise en charge des pathologies. C'est quoi le diagnostic anténatal? C'est la femme qui est enceinte, qui va voir son gynécologue, qui fait une échographie et qui trouve chez le fœtus un rein bloqué par exemple, ou une anomalie, une grosseur dans le ventre, etc. Donc l'enfant va naître, des fois il est asymptomatique, il n'a aucun symptôme, il est bien, mais on sait d'emblée qu'il y a un problème. Alors il faut bien sûr ne pas opérer les anomalies qui vont rentrer dans l'ordre tout seul, parce qu'on ferait du tort au bébé, mais d'un autre côté, si un rein est bloqué, il faudrait le débloquer avant que ça finisse par abîmer complètement le rein. Il y a aussi l'éducation du personnel soignant et aussi de la population pour qu'on soit un peu au courant de ce qu'il est possible de diagnostiquer. Et pourquoi c'est intéressant de diagnostiquer? Parce que souvent, il y a une chirurgie, il y a quelque chose qu'on peut faire pour améliorer les choses. Donc, si on peut faire le diagnostic avant, le plus précocement possible, le mieux ce sera pour l'enfant. Pour donner naissance à un enfant dans des conditions optimales, il faut prendre des précautions avant même la conception. Pour autant, certaines maladies ne peuvent être anticipées. Si l'enfant est en bonne santé, il n'y a pas besoin de faire de prise de sang. On fait rentrer l'enfant le matin de la chirurgie. On lui donne souvent un sirop pour réduire un peu l'angoisse. Et on met souvent un suppositoire pour diminuer la douleur qu'il aura en post-opératoire. Et bien sûr, avant, on aura donné toutes les explications de la chirurgie aux parents. Si c'est un enfant qui est grand, je dis 7 ans, disons, il est bien capable de comprendre ce qu'on va faire, pourquoi on le fait. Je pense qu'il faut prendre le temps de lui expliquer. C'est sûr qu'un enfant de 1 an et demi, ça va être difficile. Donc,
puisque ça va être difficile, lorsqu'il sera admis, on va diminuer les gestes qui vont le traumatiser parce qu'il ne va pas comprendre ce qu'on va faire. Par exemple, on va l'amener en salle d'opération, peut-être avec son doudou, et puis on va mettre un masque avec un produit qui va l'endormir dans les bras de la maman pour que ça se passe aussi calmement que possible. Que ce soit l'enfant ou la maman ou les parents, je veux dire, le vivent le moins douloureusement possible. Le plus important, c'est la prise en charge de la douleur. Je pense qu'il ne faut pas qu'un enfant au réveil ait mal. Pour qu'il n'ait pas mal, il faut déjà que le chirurgien travaille en concertation avec l'anesthésiste. On fait des fois ce qu'on appelle des blocs nerveux, c'est-à-dire qu'on injecte un produit anesthésiant qui va paralyser les nerfs qui vont dans la région où on a opéré pour que l'enfant ne sente pas la douleur au réveil. Tout ça, je donne beaucoup d'importance à ça parce que je pense que ça influence beaucoup aussi au niveau psychologique le vécu de cette expérience. Pour les chirurgies plus lourdes, le personnel soignant a l'habitude de travailler avec des enfants et ils font preuve de beaucoup de psychologie et de bienveillance. Ça, c'est une équipe spécialisée. Et le rôle des infirmières en post-opératoire, le rôle est très important. Souvent, voyant les parents avant la chirurgie, on explique qu'il faut que l'enfant soit à jeun. Être à jeun est important puisque l'enfant peut vomir au moment où on commence l'anesthésie. Et comme il n'a plus trop les réflexes pour vomir à l'extérieur, il peut vomir dans les poumons. Ça fait peur de dire ça, mais des fois, il faut le dire parce que pour certains parents, c'est très très difficile de garder les enfants à jeun. Ils vont vous dire, oui, mais mon bébé se réveille 3 fois dans la nuit, comment je vais faire? Donc déjà, si vous avez abordé ce sujet avec la maman, on peut par exemple donner un petit sirop sur le dernier biberon qui est autorisé. Si le dernier biberon autorisé est à 2 h du matin, il va lui donner un biberon et un petit sirop pour l'endormir, pour qu'il ne se réveille pas dans la nuit et soit agité, parce qu'un bébé ne va pas comprendre pourquoi on le garde à jeun. Mais les parents doivent absolument comprendre ça. Ça, c'est important. Et ensuite, après l'anesthésie aussi, on disait classiquement avant, il faut rester 4 heures, 6 heures à jeun. Et ça, par contre, je suis beaucoup plus souple, parce que garder un enfant à jeun après la chirurgie, il a mal, on ne lui donne pas, des fois il ne comprend pas pourquoi on ne lui donne pas à boire, donc c'est difficile. Il y a des enfants qui vont rester endormis plusieurs heures après la chirurgie, qui vont avoir des nausées à cause de l'anesthésie. Chez ces enfants, c'est évident qu'il faut continuer le sérum et les garder à jeun plus longtemps. Il y a d'autres qui vont être réveillés très rapidement après, et qu'on pourra donner à boire rapidement. Moi, je donne énormément d'importance à la communication pendant ma formation. En France, on disait tout le temps que les parents doivent décider pour quelqu'un d'autre. Si vous devez vous faire opérer, je vous explique, voilà, vous avez une appendicite, je dois vous opérer, vous prenez votre décision pour vous. Mais là, c'est 2 personnes qui vont prendre la décision pour une tierce personne. Donc, il faut vraiment communiquer. Il faut que les parents soient persuadés que c'est la meilleure option pour l'enfant. Et moi, si je vois que les parents réfléchissent, si la chirurgie, bien sûr, n'est pas urgente, je leur donne du temps. Je leur donne du matériel à lire sur Internet, des revues, qui prennent le temps de comprendre le problème, qui reviennent me voir en consultation après une deuxième fois, ça ne me gêne pas du tout. Même qu'ils aillent voir un autre médecin pour avoir un deuxième avis, que ce soit un pédiatre, il n'y a pas de souci. Il faut que lorsqu'ils viennent pour la chirurgie, il y ait un contrat, que ce soit bien clair pourquoi on est en train d'opérer cet enfant et qu'est-ce qu'on espère de la chirurgie. Et comme je vous avais dit avant, si c'est un enfant qui a, j'ai dit ça 7 ans, c'est un peu arbitraire, qui est un peu grand, il faut le faire participer au maximum dans la décision de la chirurgie. Parce que lui aussi, il ne faut pas qu'il le vive comme une mutilation. Il faut qu'il comprenne, même s'il ne comprend pas tous les détails de la chirurgie, il faut qu'il comprenne qu'on est en train de faire quelque chose qui va souffrir, mais que c'est pour son bien. Bien évidemment, la récupération suite à l'intervention chirurgicale
varie en fonction de son niveau de gravité. Si on fait une petite chirurgie, on fait une petite ouverture, il y a quelque chose, je ne vois pas le terme français, on appelle le tissue handling, c'est-à-dire lorsqu'on opère, on essaie d'être le moins traumatisant possible avec les organes, les tissus. On diminue la douleur post-opératoire, on fait le bloc nerveux. Les enfants guérissent très vite. Il faut faire le geste précis, juste. Et pour toute la chirurgie ambulatoire, le post-op se fait à la maison. Souvent, je laisse même mes coordonnées aux parents. Ils m'envoient un petit texto le soir de la chirurgie, juste pour me dire, voilà, il n'a pas vomi, il est OK. Et je revois l'enfant à 1 semaine. Il n'y a souvent pas de fil à enlever. On met des fils qui sont dissoudre tout seuls. On met un petit pansement. C'est exceptionnel que je leur demande de revenir faire les pansements. Normalement, on met un pansement occlusif en plastique qui permet que l'enfant ait ses douches. Donc, je revois 1 semaine après, on enlève et c'est guéri. Ça, c'est toutes les, entre guillemets, petites chirurgies. Pour le post-op, pour la chirurgie lourde, ça dépend de la chirurgie. Et ça, il y a, comme on disait tout à l'heure, c'est des soins personnalisés. Est-ce que c'est une tumeur, une malformation, un nouveau-né? Là, il faut un gros travail des anesthésistes, des pédiatres réanimateurs, des infirmières et des fois des physiothérapeutes, des kinés pour aider. C'est un travail multidisciplinaire après la chirurgie pour prendre en charge au mieux ces petits-enfants qui ont été opérés de pathologies lourdes. Le docteur Thirovengadom conclut en ayant une vision optimiste de son domaine. De nos jours, il est possible de guérir la majorité des malformations avec peu de séquelles.